19h, 21h, Europe 1 Soir. Charles Huillier. Je suis toujours accompagné de Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Alexandre Malafaille, également présent en studio, président fondateur de l'Institut Sinopia. Nous allons évoquer dans une poignée de minutes l'enquête ouverte par le PNF concernant Bali Bagayoko et puis la réponse des ténors de LFI qui dénoncent notamment Mathilde Panot, une campagne raciste. Mais juste avant, j'aimerais revenir, messieurs, sur l'entretien que nous venons d'avoir avec le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, Alexandre Malafaille, vous êtes un acteur du monde économique, et ça c'est important de le préciser. Est-ce qu'il a répondu à vos inquiétudes ? Sans langue de bois, Alexandre Malafaille. Écoutez, il a au moins un gros avantage, Sébastien Martin, c'est qu'il connaît bien les questions industrielles pour y avoir été confronté directement dans sa commune avec les conséquences qu'on connaît, et il est rentré au gouvernement avec l'ambition de servir sur cet enjeu-là, sur cette cause-là en particulier. Donc ça, c'est plutôt bien. On parle pas de quelqu'un qui est hors sol, comme ça peut être souvent le cas avec certains ministères qui sont tenus par des gens qui connaissent pas bien leur sujet. Là, c'est le cas. Après, comment voulez-vous qu'il puisse me convaincre ? Malheureusement, la dynamique, elle est ce qu'elle est. Il n'est pas aidé par le contexte. Voilà, il est dans un système, une machine qui s'est emballée, où l'État se met au centre du jeu pour le contrôler, le régler, comme une horlogerie, comme si effectivement tout ça devait tourner à la perfection. On est dans un pays où le principe de précaution stérilise beaucoup de choses au détriment effectivement de la création de valeur. On a perdu de vue que l'économie est au service d'un projet de société. Aujourd'hui, c'est l'État qui est au service du projet de société. Donc voilà, donc il ne peut pas me convaincre. Je sais qu'il fait ce qu'il peut, ce qu'il a annoncé comme mesure en disant c'est vrai, j'ai signé un décret pour simplifier un niveau de juridiction administrative quand on a un problème de recours, etc. C'est très bien, mais tout ça aurait pu être fait il y a 9 ans. Je suis désolé, on n'est pas en train de découvrir les problèmes, on est en train d'avoir un état des lieux qui est invraisemblable. Donc oui, mais par contre, voilà, c'est mieux que rien. Alors, et bravo. Jean-Michel Salvatore, une analyse plutôt sur le volet politique de la discussion que nous avons eue avec Sébastien Martin. Et c'est vrai que Sébastien Martin, ancien DLR, suspendu depuis qu'il a rejoint le gouvernement Lecornu, Sébastien Martin n'a pas forcément été favorable et n'a pas forcément montré de préférence par rapport au candidat LR de cette campagne présidentielle. Et pourtant, il vient de cette famille politique. Disons qu'il est très content d'être ministre. Et que pour garder son poste de ministre, il a avalé une couleuvre... Il ménage la chèvre le chou, c'est ça ? Non, pire que ça. Il a avalé une couleuvre gigantesque, c'est qu'il fait partie d'un gouvernement qui a suspendu la réforme des retraites. Alors qu'il est un élu LR. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, si vous voulez, ça pose un réel problème, parce qu'évidemment, il avait peut-être des convictions de droite et des convictions LR, mais il s'est retrouvé finalement à avaler des couleuvres et à cautionner un gouvernement qui a mis par terre l'une des réformes les plus importantes dont on a besoin et qui fait que la campagne présidentielle va se refaire sur l'affaire des retraites alors que c'est une affaire qui est réglée partout en Europe et donc ça va nous faire perdre 10 ans. Donc si vous voulez, je vois bien l'embarras de M. Martin. Il est LR, mais plutôt un ancien LR. Il est content d'être au gouvernement et il est très gêné de critiquer à la fois M. Édouard Philippe, mais aussi Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Tout à fait. Alors, messieurs Salvatore et Malafaille, j'aimerais revenir avec vous. Il nous reste 10 minutes avant le journal de 20h de Guillaume Lariche. Revenir avec vous sur cette enquête pour détournement de fonds publics ouverte à l'encontre de Bali Bagayoko. Enquête concernant son emploi à la RATP. Elle vise, cette enquête, à procéder aux vérifications utiles concernant les conditions d'emploi de Bali Bagayoko à la régie des transports parisiens. C'est ce qu'explique le parquet national financier. Et depuis cette annonce hier, les réactions sont nombreuses. Effectivement, du côté de LFI, on crie au racisme. LFI dénonce une campagne raciste. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Mathilde Panot qui a réagi ce matin sur BFM TV. Je veux dire tout mon soutien à Bali Bagayoko, qui est victime d'un acharnement politique et d'une campagne raciste depuis son élection qui sont absolument inadmissibles. Je rappelle que cette affaire vient de Frédéric Aziza, en lien avec l'ancien directeur de cabinet socialiste de l'ancien maire, et que c'était les mêmes qui l'avaient accusé d'être proche des narcotrafiquants. C'est le canard enchaîné, en effet, qui a révélé l'affaire. Les accusations ont été démontées par la RATP.
elles ont été démontées par des élus, y compris de droite. Moi, je vais vous dire, Bali Bagayoko va être blanchi et ça suffit de faire en sorte de le traîner dans la boue à tout va. Voilà, Mathilde Panot ce matin sur BFM TV et Éric Coquerel s'est rajouté à ce débat. Le président de la commission des finances de l'Assemblée et député LFI de Seine-Saint-Denis a lui aussi dénoncé une campagne raciste à l'encontre de Bali Bagayoko. C'était ce matin sur LFI. Ses origines à la fois parce qu'il est noir, mais aussi parce qu'il est issu des quartiers populaires. Bali Bagayoko est issu de la ville de Saint-Denis et ce qu'on ne supporte pas, c'est le fait qu'il soit devenu noir et en plus insoumis. Alors là, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est pour ça que je pense qu'il a des attaques que ne subissent personne. Vous accusez les socialistes précisément. Vous avez cité les socialistes. Vous pensez que oui. Qu'est-ce que vous avez parce que manifestement, par exemple, M. Lebon, qui était l'ancien directeur de cabinet de l'ancien maire, est à l'origine de ce qui est remonté, notamment auprès d'un journaliste du Canard enchaîné qui s'est fait une tradition de nous attaquer par des calomnies en tous sens, et c'est parti comme ça. Voilà, Éric Coquerel sur LCI ce matin. Alors, Jean-Michel Salvatore, Alexandre Malafaye, est-ce que les ténors LFI tentent un peu de détourner le sujet en parlant du racisme concernant ce Bali Bagayoko Gate? Alors, expliquez-nous. Oui, évidemment, c'est totalement ridicule et indécent. L'affaire, elle est quand même sérieuse. Moi, je ne suis pas juge, si vous voulez, mais ce que je constate, c'est que le Canard enchaîné a révélé que Bali Bagayoko avait occupé 2 emplois à temps complet simultanément. Donc, il faut faire un peu la lumière là-dessus, parce que ça n'est pas un épiphénomène, ça a duré 20 ans. Pendant 20 ans, il a occupé des responsabilités... Ça a démarré en 2001. Il a occupé des responsabilités exécutives, soit au département, soit à la mairie. Et dans le même temps, il s'est fait embaucher d'une façon assez rapide et assez complaisante par la RATP. Donc il est tout à fait normal que la justice fasse son travail, de même que la justice a fait son travail quand il y a eu l'affaire de l'EP de l'Upgate, et donc François Fillon l'a payé assez cher, mais François Bayrou, de la même façon, a payé assez cher le fait d'avoir utilisé l'argent des assistants parlementaires pour financer le MoDem, le Rassemblement national également avec Marine Le Pen. Donc il faut arrêter de crier au scandale. Il arrive à la France insoumise exactement ce qui arrive aux autres partis, mais ça, les dirigeants de LFI ne l'acceptent pas parce que visiblement, ils se sont fait prendre les doigts dans le pot de confiture. Alexandre Malafaye, est-ce aussi pour éviter que nous parlions du fond de cette affaire Bali Bagayoko que Mathilde Panot et Éric Coquerel, qui ne sont pas les seuls, évoquent justement le sujet du racisme? Ah oui, on sent beaucoup de fébrilité. Monter dans ces tours de cette façon-là, s'énerver, avoir des propos très durs, tout de suite, effectivement, jeter des grands anathèmes, au lieu de garder son calme, de dire écoutez, voilà, il n'a rien à se reprocher, la justice va faire son travail et il sera blanchi, comme l'a dit Mathilde Panot. Voilà, ça suffit, on passe à autre chose. Là, ils en font une affaire. Alors, ils le font peut-être de manière opportuniste aussi, pour considérer, effectivement, vis-à-vis d'une certaine partie de leur électorat, que quelque part, le racisme systémique du système, de la droite, d'un certain nombre d'antennes de télé ou de radio, que tout ça, effectivement, participe d'une dynamique. Voilà, ça peut faire partie d'un mélange des deux. Mais il y a quand même derrière, je pense, une véritable inquiétude. C'est pas la première fois que les insoumis ou des insoumis ont des problèmes avec la justice. Certains ont été défendus jusqu'à la fin des fins possibles, jusqu'au moment où ils ont été lâchés, comme Adrien Quatennens. Il faut s'en rappeler. Où à un moment donné, finalement, il est rentré dans l'ombre pour des histoires conjugales. Mais il a été tenu jusqu'au bout par Jean-Luc Mélenchon. Voilà, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les partis politiques, dans leur ensemble, assurent des affaires comme ça. Il faut qu'ils soient exemplaires. C'est-à-dire que après, l'exemplarité, elle est essentielle. Parce qu'en effet, on verra ce que dira la justice. Il y a quelque chose qui mérite d'être éclairci. Je pense que si les électeurs de Saint-Denis avaient su que M. Bagayoko, en plus de sa rémunération d'adjoint au maire, gagnait peut-être 70 ou 80 000 euros par an, voire plus à la RATP, c'était 6 000 euros mensuels. Faites le calcul, plus on est dans ce que vous dites, effectivement. Donc, sachant qu'il y a peut-être d'autres choses à côté que l'enquête révélera, on verra. Il y a à la fois le montant, mais il y a aussi, est-ce que c'est un emploi fictif? Voilà. Oui, parce que c'est la question principale que va se poser le PNF, effectivement, Alexandre Malafaye. Oui, sur les questions de l'emploi fictif, ça, c'est est-ce qu'il était payé à rien faire ou est-ce qu'il y avait une activité? Alors, s'il y avait une activité, après, on peut toujours dire qu'on a la
capacité à tenir 2 jobs en même temps. Plein de gens le font dans ce cher vieux pays en gagnant beaucoup moins bien leur vie, parce qu'à un moment, pour s'en sortir, parfois, il faut cumuler beaucoup d'emplois et beaucoup d'heures, donc peut-être qu'il avait le talent de tout faire, mais ça, là encore, l'enquête le dira. Mais si c'est en fait un système, comme on a le sentiment que c'est un peu le cas, où il n'y a pas que lui, et qu'il y a au bout du compte un certain nombre de gens qui ont été achetés parce que la paix sociale dans les quartiers, etc., ça méritera aussi d'être toujours démonté. Jean-Michel Salvatore. C'est ça le sujet, parce qu'en fait, si vous voulez, à une certaine époque, la RATP avait beaucoup de mal à rentrer dans certains quartiers, il y avait beaucoup de bus qui étaient caillassés, et à cette époque... vous pensez qu'on a acheté la paix sociale en se servant de l'emploi public comme un moyen de défense, c'est ça? Bien sûr, il y a une vingtaine d'années, comme il y avait un vrai problème de desserte de certaines banlieues, la RATP s'est dit, en fait, si on va embaucher dans les quartiers à la fois des conducteurs de bus grands frères. Ou des grands frères, peut-être que ça facilitera. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que la RATP... visiblement, et c'est le cadre enchaîné qui l'a révélé, mais moi je n'en sais rien, mais je lis le cadre enchaîné, et le cadre enchaîné pointe du doigt le fait qu'il y avait un vrai système à la RATP, où la RATP avait l'habitude de salarier certains élus pour faire avancer plus rapidement leurs projets. Alors, le canard enchaîné a parlé de 200 postes. 200, voilà. Mais attention, une enquête est en cours. N'allons pas trop vite en besogne, messieurs. Alors, quelles conséquences pour LFI ? Quelles conséquences pour LFI pourrait avoir, même s'il y a toujours la présomption d'innocence, je le répète, quelles conséquences pour LFI pourrait avoir ce Bali Bagayoko Gate? Alors Alexandre Malafaye, conséquences inexistantes pour vous ou pas? Parce que c'est vrai que les affaires, et qu'importe les partis, il faut le reconnaître, les affaires durant cette campagne n'ont pas l'air d'avoir de prise sur les sondages. Non, d'abord parce qu'il y a une accumulation d'affaires dans tous les partis et qu'à un moment donné, alors chacun revient sur ses fondamentaux et se dit c'est mon camp, je le défends, je vais dire quoi qu'il en coûte. Et je pense que Bali Bagayoko, vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de la famille politique LFI, pour l'instant, entre guillemets, n'est pas un problème. Ça peut le devenir si on s'approche de la présidentielle et que véritablement là, il y a la mise au grand jour d'un projet, d'un problème, d'un système. Mais le problème, est-ce que ça va arriver avant les élections? Est-ce que les enquêtes du PNF vont aller aussi vite qu'on le souhaiterait ou Alors, le PNF, généralement, est assez rapide. Mais quand il s'agit de François Fillon, un peu moins quand il s'agit de personnalités de gauche. Mais avant, arriver à mener une enquête et à renvoyer tout ça au tribunal, parce que même s'il le renvoie en correctionnel, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il sera condamné? Là encore, il faut passer par la case du tribunal. Alors, LFI s'est longtemps présenté comme un parti qui, finalement, était un parti exemplaire, sans affaires. C'est là-dessus qu'LFI a beaucoup capitalisé aussi. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est l'une des explications. Et c'est vrai que là, actuellement, Bali Bagayoko, l'homme censé incarner une nouvelle France, qui voulait incarner cette nouvelle génération d'élus, est-ce qu'on est vraiment sur un renouveau politique lorsqu'on voit les accusations dont il fait l'objet et les accusations dont on le soupçonne? Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que c'est une affaire de plus pour la France Insoumise, et il y en a déjà eu pas mal. Vous en avez parlé tout à l'heure, Adrien Quatennens qui bat sa femme, excusez-moi, mais c'est pas anodin. Andy Kerbrat qui achète de la drogue sur un quai de métro à un mineur, c'est pas anodin non plus. Raphaël Arnaud qui visiblement serait impliqué au travers de ses assistants parlementaires dans une affaire de violence politique, c'est pas anodin non plus. Donc c'est une affaire de plus, et ça touche Bali Bagayoko qui est un véritable symbole, et c'est vrai que si on établit sa culpabilité, ça sera une véritable tâche pour la France Insoumise, évidemment. Messieurs, vous restez avec moi, Jean-Michel Salvatore, Alexandre Malafaye. Nous allons continuer après 20h à discuter, mais d'un tout autre sujet. Nous serons rejoints par notre invité, Michel Fayad, analyste géopolitique. Nous reviendrons avec Michel Fayad sur ce futur parc d'attractions sous pavillon saoudien dans le Val d'Oise. Juste avant le journal de 20h, celui de Guillaume Lariche, laissez-moi vous rappeler que la rentrée de la grande famille Europe 1, c'est jeudi. Retrouvez Pascal Praud pour 2 rendez-vous par jour sur Europe 1 à partir de jeudi. D'abord, l'heure des pros en codiffusion avec CNews, et puis de 9 à 11h, donc cette codiffusion, l'heure des pros sur CNews, et puis Pascal Praud et vous, l'après-midi de 16 à 18h pour débattre de l'actualité et vous donner la parole au 01 80 20 39 21, 01
80 20 39 21. L'heure des pros, je le répète, de 9 à 11h. Et Pascal Praud et vous, de 16 à 18h. De retour jeudi sur Europe 1, la radio libre. Merci infiniment de nous rejoindre. Si c'est le cas, si vous rentrez chez vous sur Europe 1 et si vous êtes toujours parmi nous et que vous ne nous avez pas quittés depuis 19h, on vous en remercie. Il est 20h justement.